pour analyser en tant soit peu les conclusions des experts onusiens concernant la détention du professeur Joël Aïvo. Alors, tout de suite, quelle est déjà votre réaction ou quelle lecture faites-vous à la conclusion des experts qualifiant la détention du professeur Joël Aïvo? La conclusion, elle est simple, elle est claire. Les experts ont considéré que la détention était arbitraire et que donc il fallait le libérer et l'indemniser. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce type de décision arrive très souvent quand les pays ne prennent pas soin de respecter le droit qui est en place, y compris leur propre droit. Et donc, quand on lit la décision, on voit bien les failles de la procédure qui ont conduit à cette conclusion-là. Mais je soulignerai aussi, et je m'arrêterai là, que le Bénin n'a pas répondu parce que c'est une procédure contradictoire. Quand on remet la plainte à l'État qui est concerné, l'État donne sa réponse et les experts font l'analyse contradictoire des deux parties. Et en l'espèce, le Bénin a répondu en retard et ça mérite attention parce que on ne peut pas comprendre qu'un État qui se prend au sérieux réponde en retard. Donc, il y a une faute administrative, il y a une faillite des agents du Bénin qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on sanctionne s'il y a lieu de sanctionner. Donc, voilà un peu ce que je peux dire et je répondrai à des questions plus approfondies si besoin. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur les éléments aujourd'hui qui prouvent ou qui montrent, selon vous, que le droit de Joël Aïvo à un procès équitable a été bafoué? En fait, il n'y a pas que le droit à un procès équitable qui détermine la détention arbitraire. Il y a 5 catégories de détention arbitraire. Dans le cas du professeur Aïvo, les experts ont retenu 4 catégories. La première catégorie, c'est qu'il n'y a pas de base légale à l'arrestation et à la détention. On l'accuse pour un flagrant délit, mais on l'arrête alors qu'il n'est pas en train de commettre une infraction. Et quand on l'arrête, on décide d'aller enquêter ensuite. Si c'est du flagrant délit, tout est là. Donc voilà comment lui présente son argumentaire. Et il dit, on ne m'a pas expliqué pourquoi on m'a arrêté et on m'a aussi dit que c'est pour les propos que j'ai tenus et autres. Donc ce n'est pas du flagrant délit. Et donc le groupe de travail dit non. Voilà, il n'y a pas de base légale au fait que vous l'avez arrêté. Il dit aussi, on l'a arrêté parce qu'il a tenu des propos et on l'a arrêté pour l'exercice de ses droits. La liberté de penser, la liberté d'expression, elle est là. C'est pas, quand vous exercez cette liberté, on ne peut pas vous arrêter pour ça. Il a essayé de convaincre les experts qu'on l'a arrêté pour les propos qu'il a tenus et voilà la base pour sa condamnation. La troisième catégorie, c'est ça qui est le droit à un procès équitable. Et le droit à un procès équitable est complexe. Ça commence dès l'arrestation, mais ça se poursuit durant le procès et plus tard. Donc, il a présenté des éléments ici sur l'accès au dossier par ses avocats qui n'ont eu que 2 jours et ça pose un problème de qualité de la justice, de qualité de la défense que quelqu'un présente. Et la 4e catégorie ou la 5e, mais la 4e dans l'affaire de Joël Aïvo, c'est la discrimination. Si vous êtes détenu, condamné à la prison sur base discriminatoire, oui, la détention en devient arbitraire aussi. Donc, dans son cas, les experts ont considéré les 4 catégories-là, mais, je répète, c'est parce que le Bénin n'a pas répondu à temps. Donc, les experts n'ont pas considéré que la réponse en retard du Bénin était recevable et donc ont cru les allégations de Joël Aïvo. Et si on fait une comparaison dans l'affaire Madougou, le Bénin avait répondu dans les temps et donc l'analyse est plus contradictoire où les experts regardent ce que la requérante en l'espèce avait dit, ce que le gouvernement a dit, et pèse le pour et le contre et décide quelle version il croit. Dans le cas de Joël Aïvo, ils ont cru tout ce que Joël Aïvo a dit dans sa requête parce que la réponse du Bénin était irrecevable. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, mais
Mais derrière, comment est-ce qu'on en arrive à partir d'un retard accusé pour une réponse, ne plus considérer les éléments de réponse fournis par l'État béninois pour ne considérer que, comment dire, les éléments fournis par le plaignant. Est-ce que cette procédure n'a pas un problème? Non, elle n'a aucun problème. En droit, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez un délai pour déposer un document. Vous déposez le document en retard, le document est irrecevable. Si vous êtes à un examen, on vous dit que vous avez 2 heures. Et vous déposez 2 heures, 5 minutes après, vous aurez 0 pour votre examen. Donc, il ne faut pas croire. Le classique, y compris devant le juge béninois, si le juge vous donne des délais, il faut les respecter. Le juge peut être souple et dire, bon, vous avez déposé en retard, mais je veux quand même considérer. Mais le groupe de travail est très strict sur les délais. Le Bénin avait la possibilité de demander une extension, une prorogation des délais. En principe, quand on vous envoie une requête, vous avez 60 jours, 2 mois pour répondre. Et vous pouvez, dans la durée des 2 mois, demander une extension d'1 autre mois. Donc, vous avez jusqu'à 3 mois. La question, c'est pourquoi le Bénin n'a pas répondu durant les deux mois. 60 jours, c'est quand même beaucoup pour justifier ce que vous avez fait. Mais l'autre question aussi... Il dépose la réponse en retard, oui, sans avoir demandé une autorisation préalable. Ça n'aurait rien coûté. Juste une lettre pour dire, on va déposer à telle date, donnez-nous 30 jours d'extension. La réponse sera dans les délais et ce serait parfait. Maintenant, l'autre question aussi, est-ce que finalement, le groupe de travail ne se prévaut pas de ce mépris de la partie béninoise pour rendre une décision, je vais dire, fondée sur des éléments incomplets? Parce que, oui, s'il y a possibilité de tenir compte de ce que, oui, vous avez tenu en retard, mais je peux voir dedans, je peux bon, accepter finalement, même si c'est un retard. Est-ce que le groupe de travail n'a pas opté pour une solution de facilité ou avait déjà pris sa décision non, parce non, que non, oui, mais parce que c'est compliqué. On sait que le cas du professeur Joël Aïvo est purement politique. Donc en l'espèce, il fallait quand même. Est-ce qu'il ne fallait pas un peu plus de souplesse? Il y a 195 ou 197 États membres aux Nations Unies. Le groupe de travail reçoit des plaintes contre tout le monde. Il y a des États où on reçoit 10 plaintes, 20 plaintes dans l'année. Si on s'amuse à être souple avec les délais, tout le monde va déposer en retard. Il y a des États qui déposent 6 mois en retard. Jusqu'où on ira dans la souplesse. La règle est simple. Vous avez 60 jours pour répondre. Répondez dans les 60 jours. Mais autant n'a pas, autant, pas que le Bénin, hein. Oui, autant ne pas statuer, Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce cas-là, il vaut mieux ne plus statuer parce que le cas, il est politique? Mais non, attendez. Que le cas soit politique ou pas, oui, ça ne change rien dans la question de droit qui est posée. OK? La question de droit en elle-même n'a rien de politique. Donc, le groupe de travail ne fait pas de la politique. Le groupe de travail répond à une question de droit qui est posée. La question de droit ici, enfin, pour compréhension, la question de droit ici, Joël Aïvo dit qu'on l'a arrêté pour ses opinions politiques et tout. Il a été condamné pour blanchiment de capitaux, atteinte à la sûreté de l'État. À ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème? Je ne vois pas où vous voyez le problème. Le groupe de travail ne s'intéresse pas à l'accusation en tant que telle. Okay. Joël Aïvo dit, d'abord la règle, c'est que quand vous arrêtez quelqu'un, vous devez notifier à la personne pourquoi vous l'arrêtez. Joël Aïvo dit, j'ai été arrêté, on ne m'a rien expliqué. Après, on m'a dit que c'est du flagrant délit. Le flagrant délit, c'est qu'on vous a arrêté pendant que vous commettiez l'infraction. Et donc, tous les éléments sont là, on n'a pas besoin d'enquête supplémentaire. Il dit, ensuite, on a dit, on allait faire enquête, il fallait voir le juge d'instruction et autres.
le groupe de travail a une question de droit. Est-ce que Joël Aïvon, quand il a été arrêté, on lui a notifié ce pourquoi il a été arrêté? Quand on lui a dit que c'est flagrant délit, est-ce que c'est vraiment flagrant délit? OK? Joël Aïvon dit, quand on m'a arrêté, les premiers temps, on m'a parlé de mes propos tenus en public, de l'exercice de ma liberté d'expression. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on m'accuse. Après, on l'a accusé de détournement ou de blanchiment. De capitaux. Je ne sais pas oui, quoi. Blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Oui, mais est-ce qu'on lui a dit effectivement que ce sont ses propos qui ont son arrestation? Si on le lui a dit, ça veut dire qu'il a exercé sa liberté d'expression. En quoi les propos de quelqu'un en public, surtout un candidat à une élection ou un futur candidat à une élection, en quoi ces propos sont liés au blanchiment de capitaux ou à la sûreté de l'État? Donc finalement, le GTDA se fonde exclusivement sur la plainte du plaignant. Désolé pour la tautologie. Oui, mais c'est ça que je vous ai expliqué dès le départ. Maintenant, il y a une chose que, dans ce cas, ça n'apparaît pas, mais connaissant le groupe de travail, je vous dis, il y a des plaignants qui vous donnent une histoire qui se contredit. OK. Oui. Si le groupe de travail avait vu des contradictions dans le récit de Joël Aïvon, même si le gouvernement n'a pas répondu, le groupe de travail aurait dit, bon, c'est pas cohérent. Vous dites que vous avez été arrêté le 1er, mais que c'est le 31 Donc, le groupe de travail va quand même regarder si le récit qui lui est présenté est cohérent et tient la route. Mais effectivement, parce que la réponse du gouvernement était irrecevable, le groupe de travail s'est fondé exclusivement sur la plainte. Alors, Monsieur Adjovi, dites-moi, dans le cas où l'État béninois avait répondu à temps au groupe de travail, qu'est-ce qui se serait passé? Quelle influence la réponse dans les temps de l'État béninois aurait eu sur la décision rendue, par exemple, sur les conclusions du rapport du GTDA? Je vais vous donner deux éléments. Okay. Il y a un élément qui est spéculatif et un élément qui est clair. Je commencerai par l'élément qui est clair. Le groupe de travail dit que la CRIET n'est pas une juridiction indépendante parce que le requérant a dit que la CRIET dépend de la présidence de la République. Je ne pense pas que la CRIET dépend du président de la République. La CRIET est une juridiction d'exception, ok, mais la CRIET fait partie du système judiciaire du Bénin, dépend du ministre de la Justice et dépend du Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le président. On a la même chose en France. Ça ne fait pas que la CRIET est sous l'autorité du président de la République. Et ça, si le gouvernement avait répondu pour expliquer méthodiquement, le magistrat, le juge du siège est quand même indépendant. Est-ce qu'en pratique, les juges qui ont décidé sont indépendants? Je n'en sais rien, je ne connais pas le dossier. Mais on ne peut pas dire que simplement, en raison de l'existence de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature, présidée par le président, que la justice, la CRIET n'est pas indépendante. Si on dit ça, c'est que toute la justice dans tous les pays francophones n'est pas indépendante. Parce que ce système-là, c'est un modèle classique. Ça, c'est un élément clair. Le deuxième élément, qui est spéculatif, oui. Joël Aïvon dit qu'il a été arrêté, on ne lui a pas dit pourquoi il a été arrêté. Et on lui a dit que c'est flagrant délit et qu'on lui a dit que c'est pour les propos qu'il a tenus en public. Si le gouvernement fait bien son travail, quand on vous arrête, il y a un procès verbal. OK? Oui. Où on vous fait signer, on dit voilà, le policier tel vous a arrêté à telle heure, et dans certains pays, il y a même la vidéo qui va avec. On vous notifie pourquoi vous êtes accusé. Donc on vous donne un document qui dit Roland Adjovi, vous êtes accusé d'avoir détourné de l'argent et d'avoir mis en danger la sûreté de l'État. Donc le gouvernement, s'il avait répondu correctement, il aurait produit ces documents-là que l'État béninois, la justice béninoise, est seule détentrice. Et si l'État les produit, le groupe de travail va dire,
Joanne Aïva, vous dites qu'on ne vous a pas notifié. Mais voilà, l'heure à laquelle on vous a arrêté, voici le procès verbal. Il dit que le policier vous a notifié. Quand il dit que ses avocats n'ont pas pu le voir, voici le registre du centre de détention qui montre que les avocats sont venus. J'ai déjà eu une affaire au groupe de travail où on nous a produit le registre où les avocats ont émargé et ils sont entrés dans le centre de détention. Donc, il y a beaucoup de petits faits ou des détails dans la procédure. C'est l'État béninois qui a l'information et qui doit produire. Et comment ça se passe? Les agents de l'État qui sont impliqués dans la justice produisent l'information au ministère, le ministère transfère au ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères transfère à la représentation nationale qui communique avec Genève. Ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'il y a eu est-ce que ce sont les agents qui n'ont pas fourni les informations? Est-ce que le ministère a failli? Est-ce que c'est le ministère des Affaires étrangères? Est-ce que c'est la représentation nationale du Bénin auprès des Nations Unies à Genève qui a failli? Donc, si un État fait son travail correctement, ça peut prendre la machine administrative, elle est lourde, mais si l'État fait son travail correctement, il y a un certain nombre de choses que l'État peut rapporter la preuve que ce que le requérant n'est pas vérifié. Ce qui est intéressant, c'est que si le groupe de travail conclut une fois, deux fois, trois fois que le requérant a menti, on commence à douter de tout ce que le requérant dit. Ok. Parce que si vous avez été capable de mentir sur la notification quand vous avez été arrêté, la visite avec les avocats et je ne sais pas quoi, eh bien, on commence à douter de tout ce que vous dites. Et donc, l'État qui méthodiquement répond à une requête en produisant les éléments de preuve, cet État est capable de faire tomber les accusations. Et de faire tomber les accusations si l'État même n'a rien à se reprocher. Donc, ce n'est pas que systématiquement le groupe de travail conclut toujours à la libération immédiate ou d'office et à une indemnisation. Non, il y a eu des cas où la requête n'a pas abouti, mais c'est une minorité. Il y a eu des cas où la requête n'a pas abouti. Et même des cas où la requête a abouti, la requête n'a peut-être pas abouti sur tous les points. Si l'État a répondu et a permis de contredire ce que le requérant a dit, preuve à l'appui, eh bien, ce que le requérant a dit, on ne peut pas le croire. Donc, ce n'est pas systématiquement que quand vous portez plainte au groupe de travail, que vous allez avoir une décision positive. Est-ce qu'il n'y a pas comme un parti pris? Est-ce que on ne pourrait pas... c'est une question. Est-ce que politiquement, on ne pourrait pas penser qu'il y a un parti pris? Je vous donne un exemple simple, oui, ok? Oui. Vous allez au tribunal à Cotonou, ok? Vous dites, mon voisin a dit quelque chose qui n'est pas approprié à mon égard. On convoque le voisin, il ne vient pas au tribunal. Ok, il ne vient pas, il ne répond pas au juge, il ne fait rien. Sur quelle base vous voulez que le juge y tranche? Mais il n'a pas à trancher alors? Ah bon, vous croyez que le juge ne va pas trancher? Eh bien, vous n'êtes pas juge. Tous les juges... Il peut renvoyer l'affaire. Il peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Ok. Si votre voisin ne se présente jamais. Mais on n'est pas déjà dans le cas de jamais dans... Non. En fait, ce que je veux que vous compreniez, oui, il n'y a rien d'irrationnel, d'illogique quand l'organe saisi, l'organe de règlement de différend qui est saisi, tranche le différend sur la base de ce que l'une des parties lui a dit. La procédure est claire, l'autre partie a des délais, a des conditions. Si elle ne tient pas, elle perd le droit de parler. Et pour moi, dire que l'organe va attendre, va reporter ou va s'empêcher de décider, ça veut dire que le répondant, ok, peut décider de faire obstruction à la procédure en se taisant, en ne disant rien.
Parce qu'il sait que non. Et ce qui est fait là, si vous regardez les décisions du groupe de travail, c'est fait de la même façon dans tous les cas. Aujourd'hui, c'est le Bénin, demain, ce sera les États-Unis. Et je vous dis, les États-Unis, on a eu beaucoup de dossiers où ils ne répondaient pas. On analyse et on décide sur la base de ce qu'on a. Alors, finalement, même le juge au Bénin fera la même chose, je suis sûr. Finalement, quelles sont les implications de ce type de décision-là si on part du principe qu'il y a des États qui ne donnent pas suite? En fait, c'est une décision qui règle un différend qui est présenté au groupe de travail. L'État a l'obligation, l'État est tenu de respecter la décision. Mais un élément qui est différent de ce que vous avez sur le plan national, si j'ai une décision d'un juge au Bénin, la police peut m'aider à faire exécuter la décision. Oui. Mais en droit international, vous n'avez pas de police. Vous n'avez personne pour vous aider à faire exécuter la décision. C'est les États entre eux qui vont exécuter la décision. Ce qui veut dire que la décision qui est rendue, la bonne foi du Bénin veut que le Bénin s'exécute. Si le Bénin ne s'exécute pas, les organes politiques des Nations Unies vont en tenir compte. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme, qui est compétent pour ça, c'est ce qu'on appelle l'examen périodique universel. Tous les 4 ans, il étudie la situation des droits de l'homme dans un pays. Le Conseil va dire, le groupe de travail a rendu telle décision à telle date. À ce jour, le Bénin n'a toujours pas exécuté la décision et ce n'est pas bien. Les autres États qui font partie peuvent utiliser la décision dans leur rapport, le Bénin, pour dire « Ah, vous avez fait telle chose, vous avez été condamné, on estime qu'on ne peut pas avoir de conversation avec vous, on ne peut pas avoir d'échange économique avec vous tant que vous n'aurez pas respecté. » Les États-Unis produisent un rapport sur les droits de l'homme à travers le monde annuellement. Si vous regardez le rapport, ils tiennent compte de ce que le groupe de travail a dit. Donc, s'il y a une décision sur un pays, ils vont utiliser la décision, par exemple, pour le Bénin. Ils vont dire, oui, il y a des prisonniers politiques. Pourquoi? Parce que le groupe de travail a dit que telle personne a été condamnée sur une base politique. Le droit à un procès équitable n'est pas respecté. Les juges ne sont pas indépendants. Pourquoi? Parce que le groupe de travail a dit. Donc, en droit international, ne recherchez pas les sanctions, la mise en œuvre des décisions, comme cela se fait en droit interne. C'est diffus, c'est décentralisé, et c'est les États qui se tiennent pour responsables. Si les États sont gentils avec vous, vous êtes amis avec tout le monde, personne ne voudra l'exécuter à votre égard. Et il y a des États comme ça pour lesquels on n'exécute rien. La Chine, les États-Unis, la Russie, la France, l'Inde dans certains cas. Donc, il y a plein de pays qui ne respectent pas. Le groupe de travail a rendu une décision concernant les États-Unis, le Sénégal et la Libye pour un Libyen qui était détenu à Guantanamo. Et le groupe de travail les a condamnés tous. Est-ce que les États ont exécuté? Mais, je vous dis, dans le cadre du groupe de travail, il y a des États qui ont exécuté, il y a des États qui ont indemnisé les personnes qui ont été titulaires d'une décision du groupe de travail. Donc le Bénin est libre de s'exécuter ou pas. S'il ne s'exécute pas, malheureusement, il n'y a pas de police pour venir arrêter le Bénin. C'est même une aberration. Mais les autres États vont tenir le Bénin pour responsable. Et cette décision va être une décision politique de chaque État. Mais le Conseil des droits de l'homme pourra, à chaque fois qu'il va revoir le dossier du Bénin, dire c'est dommage que le Bénin n'ait pas respecté la décision du groupe de travail. Mais si ça se limite à juste c'est dommage que le Bénin n'ait pas respecté la décision du groupe de travail et que allègrement peu en chaud le Bénin de respecter ou pas ce type de décision, est-ce que finalement il vaut mieux ne pas arrêter de saisir le groupe de travail? Vous savez, quand vous serez arrêté et détenu sur une base que vous trouvez injustifiée, oui.
vous allez vous satisfaire d'une décision qui dit que vous êtes injustement arrêté et détenu, même si votre geôlier n'exécute pas la décision. Okay. Donc, vous êtes en train de parler comme un citoyen ordinaire qui est à l'extérieur et qui n'a pas vécu ça. La victime qui a été abusée, la décision est déjà une satisfaction. Okay. Quelqu'un m'a écouté et a vu le bon droit et a dit le bon droit. Et ici, quand le pays est englué dans une crise politique où on ne fait plus confiance aux institutions, vous-même vous dites que le cas de Joël Aïvon est politique. Mais vous n'êtes pas juge. Vous êtes citoyen du Bénin. Est-ce que c'est normal que quelqu'un soit en prison sur une base politique? Évidemment non. Non. Est-ce que le juge béninois pourra le dire? Si on ne fait pas confiance aux institutions du Bénin, on sort l'affaire. Et c'est là où l'état de droit est principal. Il revient aux autorités de se rendre compte que quand on crée des situations délétères comme ça, on a le sentiment qu'on est au-dessus de tout, mais ça mène nulle part. On paye le prix un jour ou l'autre. Le pays est en crise. Quand on a eu la dictature militaire avant, vous avez vu ce qui s'est passé. Okay? Donc, quelle que soit la personne qui ne respecte pas les droits de l'homme, quand il est autorité, c'est dommage parce que son autorité n'est pas éternelle. Quand son autorité va finir, on va reproduire peut-être la même chose contre lui. Le président qui est là aujourd'hui, il avait été accusé dans des affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on lui a fait quand il n'était pas au pouvoir, il doit le reproduire contre d'autres? Si le peuple a le sentiment qu'il reproduit le même schéma, c'est dommage parce qu'il doit lutter contre ce dont il a souffert. Et ça, c'est le principe. C'est le principe politique, c'est l'état de droit. Le droit est là et nous tient tous. Et on doit le respecter. Ou quelles devraient être les prochaines étapes pour aider ou pour obtenir un assouplissement de la position de l'État du Bénin dans les cas Joël Aïvon et Ricky Amadougou? Parce que finalement, ma question aussi derrière, c'est est-ce que il y a des groupes de pression qui pourraient se saisir, par exemple, de cette décision du GTDA pour aider à obtenir ce qu'on veut? Voilà. Je ne sais pas si vous percevez un peu ma préoccupation. Oui, je perçois un peu, mais c'est difficile d'y répondre. Je peux vous donner une idée de ce que j'ai vu dans d'autres cas. Ok. Premièrement, oui. la société civile prend ses décisions et fait campagne, et fait pression sur le gouvernement et parle partout. J'ai un cas où l'individu en question a saisi les autres. Et lui, le cas est un peu différent. La détention arbitraire dont il a souffert, c'était dans un autre pays que le pays de nationalité. Donc, il a saisi les autorités de son pays de nationalité pour qu'ils mettent pression sur l'autre pays. Et ils ont fini par trouver un accord pour qu'il soit indemnisé. Ici, dans le cas de Joël Aïvon et de Ricky Amadougou, c'est leur propre pays qui les a mis en prison. Et ils ont obtenu une décision qui dit que leur détention est arbitraire. Mais il y a peut-être des États amis qui pourront faire pression, ok? Aussi bien les États-Unis, et les États-Unis ont eu à le faire, pas ouvertement, mais ont eu à dire qu'ils souhaitent qu'il y ait moins de tensions politiques dans le pays, qu'on libère les gens. Et après les dernières élections, il y a eu des gens qui ont été libérés. Donc, des États peuvent mettre la pression sur le Bénin, sur le régime en place, pour qu'il y ait un assouplissement et que les choses aillent mieux. Naturellement, les citoyens eux-mêmes sont là pour estimer à leurs responsables, à leurs dirigeants, ce qui ne va pas. Et s'ils ne le font pas, bon, c'est les pressions extérieures qui vont marcher. Dernier cas de figure, il y a des gens qui ont pu recruter des sociétés de lobby, de relations publiques, qui vont faire campagne pour eux. Par exemple, j'ai eu des cas où des sociétés américaines
ont été approchées par des gens qui ont été victimes de différents régimes. Et ces sociétés vont faire campagne, vont parler aux députés, vont parler aux sénateurs, obtenir des audiences auprès des députés ou des sénateurs pour qu'il y ait une prise de position politique des élus qui ensuite fera boule de neige au niveau du gouvernement américain. Et j'ai moi-même participé à des rencontres au département d'État américain autour d'affaires où ces groupes-là ont obtenu des rendez-vous pour faire pression sur les autorités et obtenir un soutien. Donc, voilà ce que j'ai vu dans d'autres cas. Je ne sais pas quels sont les moyens de Haïvor ou de Madougou, je ne sais pas quelles sont leurs connexions, je ne sais pas ce que leurs avocats peuvent faire, donc je ne pourrais pas dire spécifiquement qu'est-ce qui est à leur disposition, quelle est la prochaine étape, mais voilà ce que j'ai observé ailleurs. Alors, mon autre préoccupation, c'est toujours lié à la décision rendue, et ça dit que le GTDA réclame la libération d'office et une indemnisation financière. Sur le principe de la libération d'office, est-ce que ce n'est pas trop poussé? Et derrière, quand on me parle d'indemnisation financière, c'est une question un peu bête. Est-ce que, à défaut d'obtenir la libération d'office, on pourrait obtenir une indemnisation financière? Non, il ne faut pas mélanger les choses. Ok. Quand une détention est arbitraire, oui, il faut y mettre fin. Okay. C'est que la détention est en violation du droit. Okay. Donc, la détention arbitraire, il n'y a rien à faire. Il faut y mettre fin. Okay. Il n'y a pas de juste milieu. Okay. OK? Oui. Donc, il faut mettre fin à la détention. Mais la personne qui a été détenue et qu'on libère, supposons que la personne soit libérée, elle a quand même passé 1 an, 2 ans, 3 ans en prison. Et il faut l'indemniser pour la violation de ses droits. Donc, c'est deux choses différentes. Okay. Ce n'est pas des alternatives. Okay. Les deux sont des moyens de réparation qui sont accordés. Libérer et indemniser la personne. Ce que le groupe de travail ne fait pas, le groupe de travail ne dit pas quelle est l'indemnisation, quelle est, en termes numériques, quelle est l'indemnisation qu'on doit accorder. Le groupe de travail laisse libre cours à la discussion entre les parties pour déterminer quelle est l'indemnisation appropriée. Par exemple, si Joël Haïvor est professeur, il est professeur à l'université, pendant qu'il était en prison, est-ce qu'il a été payé? L'État peut dire, OK, pour lui réparer, on va lui payer tous ses salaires, tout le temps qu'il était en prison et tout. Donc, le groupe de travail dit deux choses. Libérez-le, et ça, c'est systématique quand il y a une détention. Et indemnisez-le, c'est deux choses différentes et c'est deux choses obligatoires. Parce que même si on le libère, le temps qu'il a passé en prison n'était pas justifié par le droit. Et il faut réparer le préjudice qu'il a subi d'avoir été enfermé. Et parfois, l'enfermement a des conséquences à long terme sur nous. OK? Donc, Joël Haïvor peut porter les séquelles de cette détention aujourd'hui arbitraire toute sa vie. Et ce ne serait pas juste si on ne l'indemnise pas pour ça. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, c'est très clair. Alors, dites-moi aussi, est-ce que de toute l'histoire du groupe de travail, il est arrivé d'obtenir après une décision rendue systématiquement liberté, indemnisation? Il est déjà arrivé une fois? Que la décision a été respectée? Oui, par l'État. Mais évidemment, oui. C'est bon à savoir. Mais maintenant, je ne peux pas vous dire si quelle proportion de décision a été respectée ou pas respectée. Okay. Et je ne peux pas vous dire non plus les indemnisations que j'ai vues. Mais je vais vous donner un cas spécifique. Allez-y. Il y a un cas donc de M. Michel Thierry Atangana, qui est camerounais, d'origine camerounaise, mais citoyen français au moment des faits, qui a été détenu au Cameroun pendant 17 ans. Okay. Quand le groupe de travail a émis la décision, au bout de 2-3 semaines, le président camerounais, le même qui est là aujourd'hui, a émis une ordonnance portant grâce présidentielle. Donc, il est libéré au bout de 2-3 semaines. Et
Une fois qu'il a été libéré, cette libération ne correspond pas à ce que le groupe de travail a demandé, hein. Mais matériellement, c'est une libération. Ensuite, il a engagé une campagne et il a abouti à un rapport interne à l'État qui dit, voilà ce qu'il aurait dû gagner pendant tout ce temps-là. Donc, si on calcule, si on doit l'indemniser, on va lui payer son salaire pendant les 17 ans. Et quand il a été arrêté, on l'a spolié, on a saisi ses biens et tout. Voici la valeur de ces biens-là. Et on a chiffré ce que l'indemnisation de Michel Thierry à Tangana devait signifier. Ce cas, je le dis spécifiquement et je le connais pas parce que quand Michel Thierry à Tangana a eu la décision qu'il a été libéré, il est revenu au groupe de travail pour qu'on l'accompagne dans la mise en œuvre de la décision. Et donc, il a mené tout ce combat. Je ne sais pas si aujourd'hui il a été indemnisé, mais il a mené ce combat depuis 10 ans et il continue, s'il n'a pas encore été indemnisé. Mais il y a eu une évaluation de l'État qui dit, voilà le montant qu'on lui doit. Est-ce qu'il est d'accord ou pas? Donc, voilà un peu comment ça se passe, mais des décisions ont été exécutées et même plusieurs décisions de différents pays. Alors, dans le cas où la décision du professeur Joël Aivo ou celle de Madame Rekia Madougou serait respectée, dans quel délai? Est-ce que c'est à l'État béninois de décider du délai? Quelle est la procédure? Est-ce que, après avoir rendu une telle décision, le GTDA a encore des niveaux d'implication dans la mise en application de la décision par l'État? Je ne sais pas si vous percevez ce que je dis. En fait, oui, je perçois et je vais vous expliquer. Ok. Avec l'affaire à Tangana dont je viens de parler, oui. Le groupe de travail a créé ce qu'on appelle une procédure de suivi. Ok, d'accord. Où dans la décision, on donne un calendrier à l'État. Ok. On demande à l'État de faire des choses spécifiques et on donne une période, mois à l'État pour informer le groupe de travail. Et au bout des 6 mois, si le groupe de travail ne reçoit aucune information, le groupe de travail peut écrire à l'État, mais le groupe de travail va en déduire que l'État n'a rien fait. Et quand il va faire son rapport au Conseil des droits de l'homme, le groupe de travail va dire l'État n'a pas respecté la décision. Donc, si vous lisez la décision, la dernière partie de la décision porte sur la procédure de suivi qui a été créée par rapport à l'affaire à Tangana et qui, depuis lors, est appliquée systématiquement. Est-ce que c'est possible pour tout citoyen du monde de saisir directement le groupe de travail? Mais ça, c'est intéressant. Mais avant d'y répondre, je vais vous expliquer une petite chose. Allez-y. Ce qu'on appelle les organes de protection des droits de l'homme, oui. Ils sont de deux natures. Vous avez des organes qui sont nés de traités spécifiques de conventions, ok? Et ces organes-là n'ont compétence que pour les États qui sont partis à la convention. Et vous avez les organes qu'on appelle les procédures spéciales. Les procédures spéciales sont créées par le Conseil des droits de l'homme et parfois l'Assemblée générale des Nations unies. Et ces procédures spéciales ont compétence pour tous les des Nations unies. Donc, si vous prenez par exemple le Comité des droits de l'homme ou le Comité contre la torture, ce sont des organes des traités. Ils n'ont compétence que pour les États qui ont ratifié les conventions qui les créent. Le groupe de travail sur la détention arbitraire est créé par le Conseil des droits de l'homme et a compétence pour tous les États membres des Nations unies. Okay. Donc, si vous êtes détenu par l'un des États membres des Nations unies et que vous estimez que c'est arbitraire, vous allez au groupe de travail. Donc, le groupe de travail est compétent pour tous les États membres des Nations unies, sans exception. Maintenant, qui peut porter plainte? C'est les individus ou les organisations de la société civile, mais il est exigé que toute plainte soit accompagnée soit du consentement de la victime, de la personne qui est détenue, ou d'un proche de la personne. La femme, l'enfant, le mari, le frère, la sœur,
ou autre. Je vous donne un exemple. Moi, je suis béninois. Je ne peux pas porter plainte pour l'affaire concernant Joël Aïvor sans avoir le consentement de Joël Aïvor, sans avoir le consentement d'un parent proche de Joël Aïvor. Je ne suis parenté à Joël Aïvor en rien. Donc, je ne suis pas recevable. Je ne peux le faire que si un proche de Joël Aïvor donne son consentement pour que je fasse la procédure en leur nom. Donc, même si une organisation de la société civile veut porter plainte au nom de Joël Aïvor, elle doit obtenir le consentement de Joël Aïvor ou de l'un de ses proches. Voilà. Donc, c'est la seule condition, mais tous les États membres des Nations Unies peuvent faire l'objet d'une procédure. Alors, je rappelle que vous êtes expert en droit international, ancien membre du groupe de travail sur la détention arbitraire. Quel est votre message aux autorités béninoises concernant la détention du professeur Joël Aïvor et également celle de Madame Rekia Madougou ou même de tous les autres prisonniers politiques? Voilà. Ce n'est pas seulement lié ces deux-là aux prisonniers politiques, comme vous dites. La détention, c'est un pouvoir extraordinaire qu'on donne à l'État. Utilisons la détention avec parcimonie et utilisons la détention quand elle est justifiée en droit. Notre droit détermine dans quelles conditions on détient quelqu'un. Et tenons-nous à ce droit-là strictement. Ok. C'est pour la protection de tout le monde. Moi, je suis citoyen béninois. Je n'aimerais pas être arrêté parce que j'ai souri, parce que j'ai crié trop fort, parce que j'ai une opinion politique. Si j'abuse de quelqu'un et que le droit prévoit, je finis en prison, ce sera justifié. Le dirigeant qui est là aujourd'hui, il est aussi un citoyen avant tout. Il n'est pas dirigeant à vie. Il redeviendra citoyen. Et si lui ne le fait pas, quand il sera citoyen, qu'il ne soit pas étonné qu'on lui fasse la même chose.